Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bienvenue une fois de plus dans votre passage qui vous oblige bien sûr à nous regarder, mais aussi à suivre la quintessence de la petite leçon que nous allons apprendre en ce jour, mais aussi quelque chose de très important. Et nous parlons de la démocratie dans cette émission de ce jour. Nous allons balayer tout ce qui concerne ce concept qui complique tant de personnes, bien sûr, pour votre bonne audition. Voilà. Alors, il s'agit de maître Passim Bayo qui nous reçoit et que nous recevons d'ailleurs dans cette émission. Bonjour maître et bienvenue. Bien, merci, c'est un plaisir d'être avec vous en ce jour. C'est ma première fois de passer une entrevue avec vous. J'imagine que les choses vont bien se passer. C'est la première fois. J'imagine que c'est mon jour de baptême. C'est partagé, le plaisir est partagé d'être avec vous. Je ne sais pas si on a oublié une casquette de vous que vous allez peut-être ajouter. En dehors de la casquette d'enseignant d'université, exactement. Il faut simplement préciser que je suis président national de la COPOP IDPES, qui est cette structure d'importance capitale. Voilà. Voilà, une structure d'importance capitale. Pourquoi vous, si ce n'est pas un secret, pourquoi vous l'avez mise sur des noms un peu compliqués? Colline. Bon, en fait, lorsque vous voyez le drapeau de l'UDPES, il est écrit Union pour la démocratie et le progrès social. Progrès social, c'est ce que nous avons converti pratiquement en latin, que nous avons appelé Populorum Progressio. Mais puisque nous sommes nés comme une structure d'intellectuels du parti depuis 2010, c'est ainsi que nous avons mis un peu la colline. Et puis idéologiquement, puisque l'UDPES est un parti politique idéologique, on a mis la colline du Populorum Progressio. Mais attention, c'était aussi un peu pour l'adapter à l'encyclique papale de 1974. Donc voilà un peu, ça signifie simplement progrès social. Progrès social, en termes très clairs, bien sûr. Ouais. Est-ce que ça avait sa raison d'être en 2010 quand ça venait? Si, mais puisque les statuts de l'UDPES donnent droit à tout militant de l'UDPES de créer des structures, associations et ligues en son sein. C'est comme ça qu'entre autres, l'on a créé la COPOP. Mais je signale aussi que le besoin fondamental de la création de la COPOP, c'est qu'à cette époque-là, il y avait des scissions au sein du parti et que nous avons estimé qu'il fallait créer une structure qui aurait aussi comme mission la réunification du parti. Bref, en tout et pour tout, la COPOP est une structure auxiliaire de l'UDPES, politiquement, électoralement, financièrement, idéologiquement, etc. etc. Et ça ne dérange pas votre participation effective dans l'UDPES? Mais c'est une structure de l'UDPES. Ça veut dire, c'est la théorie du contenant dans le contenu. Donc, il n'y a pas de différence à proprement parler. Alors, nous allons revenir. Donc, la COPOP a comme mère l'UDPES. Nous allons entrer dans notre sujet du jour. Ouais. La démocratie. Ça vous dit quelque chose? Beaucoup de choses à la fois. Beaucoup de choses à la fois. La démocratie en tant que culture, la démocratie en tant que loi, la démocratie en tant que participation, la démocratie en tant que méthode, océan, la démocratie en tant que science. Donc, la démocratie a pris des proportions multiformes. Est-ce que vous pouvez nous en faire une petite définition personnelle qui ne dépend pas des livres, par exemple? Mais c'est quand même difficile de donner une définition personnelle. J'en ai effectivement de personnel, j'en donnerai tout de suite. Mais donner vite une définition personnelle
sans dire un mot sur l'étiologie de la démocratie, ça serait commettre l'impair. L'histoire de la démocratie, c'est comme dire un mot sur un passage biblique sans donner les références étiologiques ou les références originaires. En fait, le mot démocratie, ce mot a été utilisé pour la première fois au 5e siècle, à l'époque de Périclès. Et rendez-vous compte, à cette époque-là, la Grèce antique était en poupe de philosophie. Et la Grèce a connu beaucoup de régimes dont certains s'appliquent même aujourd'hui dans certains pays du monde. La Grèce antique a connu l'aristocratie, la gérontocratie, qu'est-ce que je peux encore appeler, la sophocratie. La Grèce antique a connu beaucoup de formes de gouvernance politique. Mais la démocratie me semble avoir été la meilleure des formes qui a conquis le monde en ce jour. Alors, Demos Kratos, de son étymologie grecque, Demos qui signifie le peuple, Kratos qui signifie pouvoir. Je suis tenté de me plonger dans la déclinaison grecque où on parlait de Kratos, Kratia, Kratéine dans la déclinaison grecque. Finalement, au départ, c'était le pouvoir du peuple. C'est-à-dire, c'est le peuple qui décidait. C'est le peuple qui décidait. Et dans cette manière de décider, il y avait effectivement plusieurs manières. Il y avait ce qu'on appelle la démocratie directe. Où le peuple décidait sur l'agora. Boulet. Voilà. Le peuple, les décisions se prenaient en public sur l'agora. Et puis, l'on s'est rendu compte que la démocratie directe, quelque part, elle avait des faiblesses. On a donné des représentants. Voilà. On a donné naissance à une espèce de démocratie qu'on appelait démocratie indirecte. L'ecclésia, ou encore. Qui a donné naissance à la représentation démocratique que nous appliquons aujourd'hui. On élut les députés au suffrage universel direct, voilà. Mais pour représenter le peuple à l'hémicycle. Exactement. Vous comprenez? Effectivement, on a aussi prévu d'autres moyens d'élection que nous voyons ce jour, comme les suffrages universels indirects. Comme quand il faut être sénateur, on est élu au suffrage universel indirect. Voilà. Demain, pour être bourgmestre, c'est le suffrage universel indirect. Maire de ville, suffrage universel indirect. Gouverneur de province aujourd'hui. Suffrage indirect. Suffrage universel indirect, etc., etc. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur la définition littérale de la démocratie. Mais il y a eu aussi ce qu'on appelle la définition littéraire ou des définitions littéraires de la démocratie. Et ici, il faut donner le coup de chapeau aux Américains, puisqu'ils ont fait évoluer la science politique au XXe siècle. Ils en ont été les champions et en voici les résultats en ce jour au XXIe siècle. La définition la plus populaire que nous avons reçue de l'histoire des Sciences Po, c'est celle américaine. Mais quand les Américains l'ont donnée, c'était dans un contexte de la bipolarisation du monde entre les capitalistes et les communistes. C'est comme ça que pour les capitalistes, ils ont défini la démocratie comme étant le pouvoir du peuple par le peuple. Vous comprenez? Alors, dans le débat scientifique, les socialistes récupèrent. Ils ajoutent pour le peuple. Le troisième élément pour le peuple. C'est ainsi qu'épistémologiquement parlant, on dit que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Par le peuple et pour le peuple. C'est finalement resté un jargon générique et général pour tous les régimes du monde. Mais attention, la science a ses caprices. La démocratie a évolué selon les auteurs, selon les scientifiques et les doctrines. Et la chose qui m'intéresse ici sont les définitions doctrinales.
Il y a des définitions qui m'ont plu dans l'histoire de la démocratie. C'est comme la définition de Bushman John. Qu'est-ce qu'il dit? Dans son ouvrage intitulé L'Afrique indépendante. Il définit la démocratie comme étant la liberté, la participation et l'égalité. J'ai toujours estimé au nom de la science. La liberté? La liberté, l'égalité et la participation. Ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne peut pas exister de démocratie sans la liberté. Laquelle liberté a beaucoup d'extensions, liberté d'expression, liberté d'adhésion à un parti politique, de son choix, etc., etc. Et puis la participation. N'oubliez pas que dans la typologie démocratique, il y a ce qu'on appelle la démocratie participative. Et puis, il a parlé de l'égalité. Mais il y a le principe de l'égalité de tous devant la loi. Exactement. Donc ça veut dire, j'ai trouvé que Bushman John était un Africain formidable dans sa définition. Mais attention, dans le combat politique qui est le nôtre, 37 ans de lutte, en tant qu'UDPS, bien sûr. En tant qu'UDPS. Mais cette définition m'a collé à la peau. Laquelle? Celle de concevoir la démocratie comme étant, excusez-moi, le fait pour un peuple de prendre son destin en main. Et nous, notre combat de l'UDPS a rencontré des éléments de cette définition. Nous avons pris notre destin en main pendant 37 ans. Nous avons été capitale mondiale du débauchage. Le seul parti politique au pays qui a connu le génocide. Le seul parti politique qui a eu le plus grand nombre d'arrestations arbitraires. Le seul parti politique qui a été la capitale mondiale des violations des droits de l'homme. Le seul parti politique dont les militants, les cadavres, étaient jetés dans le fleuve. Le seul parti politique dont les membres ont fini dans des fosses communes. Le seul parti politique dont les membres ont connu le plus grand nombre de marginalisations. Bref, au point que nous nous sommes retrouvés dans une typologie de démocratie que l'on a appelée la démocratie prolétarienne. Ce sont les pauvres que nous étions qui ont chassé les riches au pouvoir. Les pauvres ont chassé les forts au pouvoir. Ce n'est secret pour personne. En 2011, on a créé Tshisekedi faux présidente à partir de l'Europe, 1 euro pour soutenir la candidature de notre président. Tshisekedi meurt. Félix arrive au pouvoir. Nous avons fait l'opération 1 dollar. Et moi qui vous parle, nous avons battu campagne avec nos moyens de bord puisque le parti a déboursé de l'argent. N'avait pas de moyens pour nous soutenir à l'époque. Est-ce pour autant dire qu'on devait abandonner l'UDPS? Non. Pourquoi? Puisque notre parti est un parti politique idéologique. C'est en fait une religion. Nous nous sommes dit, non, mais pour raison de notre combat, nous allons en campagne avec nos moyens de bord. C'est ainsi que j'ai appelé de la démocratie prolétarienne. Les pauvres, les faibles, qui ont chassé les forts, qui ont chassé les riches au pouvoir. Que dites-vous de D'où cette le tendance? principe, le peuple d'abord. Il y a une tendance qui semble dire que la démocratie, c'est la tyrannie des dirigeants, de ceux qui sont au pouvoir, qui dominent sur les faibles. Non, mais ils comprennent mal les choses. La démocratie ouvre la porte à la majorité qui gouverne. Le principe démocratique veut que nous allons concourir ensemble, mais c'est la majorité qui gouverne et la minorité subit. C'est comme ça qu'en démocratie, même en démocratie parlementaire, on vous parle de la majorité parlementaire. C'est comme ça que quand on veut, comme dans notre pays ici, lorsqu'ils ont révisité cette constitution en 2010, ils vous ont dit que pour être élu président de la République, c'est au suffrage universel direct à un seul tour. Voilà. C'est qui gagne? C'est lui qui a la majorité. Voilà. Ils n'ont pas défini est-ce la majorité relative ou c'est la majorité absolue, non. Donc c'est lui qui a la moitié plus une voix, voilà, passe président de la République. Exactement. Donc la démocratie, c'est la loi de la majorité. Et d'aucuns, on dirait, plusieurs croient que la démocratie, c'est un système pour des gens dont l'esprit est ouvert, des intellectuels, pas pour la basse classe. Est-ce que c'est aussi votre avis? Non, aucun système politique au monde n'est parfait.
Parce qu'on croit que c'est difficile de comprendre la démocratie, de la vivre, surtout en Afrique. Non, non, le problème c'est que lorsque vous voulez que la démocratie en Afrique s'applique comme à l'occidental, c'est là qu'il y a des problèmes. Là, je vous donne un exemple. La société américaine est une société libérale et démocratique. Mais la nôtre n'est pas une société libérale. Exactement. Elle est simplement démocratique. Quelle nuance y a-t-il? Mais la nuance, c'est que quand vous allez aux États-Unis, on autorise l'homosexualité. On applique la margarine chez les hommes. Tu comprends? On autorise, je ne sais pas, l'avortement dans certains États. Même si, bravo pour Trump d'en avoir interdit jusqu'à la décision de la Cour suprême américaine. On autorise le mariage homosexuel. Mais ce n'est pas le cas ici chez nous. Dans notre constitution, on dit que le mariage est une union entre deux personnes de sexe différentes. Deux personnes de sexe différentes. Vous comprenez? Ça veut dire, eux, ils sont dans cette besogne-là, que moi, je suis tenté d'appeler, au nom de la morale, de l'éthique et philosophie morale, la sale besogne. Pourquoi? Puisque l'échelle des valeurs... Aussi au nom de l'Église. Non, mais tout à fait, puisque l'échelle des valeurs est renversée. Voyez-vous? Mais tous les plaisirs que Dieu a mis dans la femme, ce n'est pas pour que l'homme lui tourne le dos. Tous les plaisirs que Dieu a mis dans l'homme, ce n'est pas pour que la femme lui tourne le dos. Donc, dans leur société libérale et démocratique, mais ils ont vécu ce qu'on appelle l'échelle des valeurs renversée. Mais la nôtre n'est pas une société libérale. Elle est simplement une société démocratique. Notre société n'est pas une société libérale, elle est démocratique. Voilà. Nous sommes en train de poursuivre cette émission, très chers téléspectateurs, et nous vous rappelons que nous recevons pour vous Maître Passy Mbayo, et nous parlons ici de la démocratie. Il y a également Alexis Tocqueville qui dit ceci: le terme démocratie ne se réfère pas uniquement à des formes de gouvernement, mais aussi pour désigner une forme de société ayant pour valeur l'égalité et la liberté. Bien, alors, mais tu comprends que ce que tu as dit là est en aval, et pourtant je venais de le dire en amont. Tu viens de me rappeler d'un auteur que j'ai étudié en sociologie politique. Alexis, bon écoutez, moi quand j'étudiais, on l'appelait Alexis de Tocqueville. Je voyais beaucoup d'auteurs comme ça, comme le Raymond Aron, le Jean-Marie Tanquin, le Maurice Duverger, etc. etc. Ben, en fait, il n'a pas tort. La démocratie a beaucoup de caprices aussi. Elle est non seulement une question de voie par à travers laquelle l'on veut avoir des gouvernants, mais elle est aussi une voie par à travers laquelle l'on veut avoir une certaine typologie de la société. Voilà pourquoi, dans notre constitution, l'on a consacré la démocratie. Pour que la démocratie s'applique dans notre pays, il aurait fallu que nous puissions aller au référendum. La population, le peuple s'est exprimé, puisque le référendum est une consultation élective de la population sur une question légale de la République, entre autres celle constitutionnelle. Vous comprenez? C'est comme ça qu'au Zaïre, personne ne pouvait critiquer le maréchal. Exactement. Parce que si vous le critiquez, mais vous finissez à la CNRI ou à SNIP. C'est comme ça que sous Laurent Désiré Kabila, personne ne pouvait fonder la critique. Sinon, l'ANER et les Tchembe-Tchembe, vous mettez dans les filets. D'ailleurs, Mobutu, tout comme Laurent Désiré Kabila, à leur accession de pouvoir, ils ont verrouillé toute la liberté politique. Ils ont interdit toute activité politique. Vous comprenez? Donc ça veut dire, non seulement que la démocratie, elle est la démocratie de la gouvernance, mais elle est aussi la démocratie du modèle de société. Voilà, exactement. Voilà la pourquoi culture. Je disais tout à l'heure que la société américaine, elle est libérale et démocratique. Vous comprenez? Mais la société congolaise n'est pas libérale, mais elle est plutôt démocratique. Quand vous allez en Europe, il y a aussi une dose d'une certaine liberté, où par exemple, l'enfant qui habite chez ses parents peut les insulter, peut partir quand il veut, rentrer quand il veut. Or, dans notre droit congolais, on vous dit que les parents sont civilement responsables des enfants qui vivent avec eux. Sous le temps. Voilà. Même si tu as 50 ans, comme à Kinshasa, il y a des gens qui ont 50 ans qui sont chez eux. Voilà.
Tu comprends? Ça veut dire que notre société n'est pas libérale. La leur, elle est libérale. La nôtre, elle est simplement démocratique, puisqu'on a la liberté d'adhérer à nos partis politiques de choix. C'est comme moi, je n'ai connu que l'UDPS dans ma vie. C'est au nom de la liberté que j'avais choisi l'UDPS. Je n'en tiens pas rigueur les autres qui ont adhéré à leur parti politique de choix. On ne peut pas parler de démocratie sans citer régime politique, sans citer forme de l'État. Est-ce que vous pouvez en dire quelque chose par rapport à ces termes, forme de l'État ou encore régime politique? Alors, j'étais en train de dire tout de suite que il y a effectivement une différence en droit et en Sciences Po. Ce que vous appelez régime politique, c'est un jargon juridique. Mais quand vous allez en sociologie politique, on appelle ça les systèmes politiques. Alors, forme de l'État, c'est un jargon de sociologie politique. En droit, ça devient la forme d'organisation de l'État. Donc le terme organisation de l'État doit être démise. Voilà pourquoi il y a plusieurs formes d'organisation de l'État. État unitaire, fortement centralisé comme nous l'avons connu au Zaïre. En même temps, au Zaïre, Mobutu se rend compte que le centralisme a posé de problèmes, puisque ce centralisme-là, on l'a appelé en sciences constitutionnelles le recentralisme. Pourquoi? Puisqu'il rappelait le régime de Léopold II. Vous comprenez? Et puis, en 82, on a connu ce qu'on appelle la décentralisation, la première loi sur la décentralisation. C'était une autre forme d'organisation de l'État. Mais attention, la décentralisation a aussi plusieurs casquettes. Il y a la décentralisation simple et aussi la décentralisation forte. Et cette décentralisation forte me semble être la jumelle du fédéralisme. Exactement. Vous comprenez comment en 1964, le Congo était un État fédéral. Vous comprenez? C'est comme aujourd'hui, nous sommes dans un État unitaire fortement décentralisé. Ça voudrait dire que l'on reconnaît la personnalité juridique à des entités décentralisées, provinces, je sais pas, tout ce qu'on raconte là-bas, communes, vous comprenez, qui ont aussi leur budget, qui s'autogèrent, vous comprenez. C'est une autre forme de fédéralisme, parce que le fédéralisme lui-même, il a à peu près 11 à 15 races dans l'histoire des sciences constitutionnelles. Donc, je parle là du régime politique. Mais mon langage, il est utilisé en sociologie politique, système politique. Exactement. Vous comprenez? Et donc, voilà un peu ce que je peux dire à propos de formes. Il y a beaucoup de formes. Il y a beaucoup de formes. Il y a des États qui ont connu une espèce de condominium. C'est comme quand le Congo était sous agression rwando-burundaise. Mais on dirait que le pays était comme sous condominium, puisqu'il y avait une république. Il y a une portion, et certains appellent sociologiquement parlant des républicaines. Il y avait une portion du MLC, il y avait une portion du RCD, il y avait une portion qu'on appelle le parti gouvernement. Et tout ça, toutes ces puissances-là qui occupaient des portions de territoire dans des républicaines dépendaient. RCD dépendait du Rwanda, le MLC dépendait, je ne sais pas, de l'Ouganda, etc., etc. Et donc, on dirait que le pays était comme sous un condominium. Dans notre pays, nous avons connu l'1+4, c'était un régime sui generis. Mais écoutez, ça fait partie de ce que l'on appelle des formes de l'État, d'organisation, des systèmes. Alors, il y a l'Institut Human Security Report Project, ouais, qui classifie les régimes selon le recrutement de l'exécutif, selon aussi les moyens de contrôle de l'action de l'exécutif. Et par cette classification, on note la démocratie, l'anocratie et aussi le régime autoritaire. Par où vous placez notre pays? Mais d'abord, lorsque vous lisez la constitution de notre pays, j'imagine qu'à l'article 1er, sauf erreur de ma part, on dit que la RDC est un État unitaire ou indivisible. Et puis, je crois quelque part, on dit est un État démocratique.
Et puis, lorsque vous rentrez auparavant dans le préambule et l'exposé des motifs, puisque dans notre droit congolais, le préambule et l'exposé des motifs sont intracorpus legis, font corps avec la loi. Font corps avec la loi. On peut même appliquer un impair à quelqu'un pour n'avoir même pas respecté l'exposé des motifs et le préambule. Vous comprenez? Donc, ici, il s'agit d'un régime démocratique. Pourquoi? Puisque constitutionnellement établi du fait du référendum. Puisque c'est écrit dans la Constitution. Même si ce n'est pas respecté. Non, mais le pays se dirige par quoi? Je vous dis que de 65 à 67, Mobutu a dirigé ce pays sans aucune constitution. De 97 à 2000, mais Mouzé a dirigé ce pays sans aucune constitution. Vous comprenez? C'est là qu'il faut chercher des identités tantôt autoritaristes, tantôt dictatoriales. Mais ici, il s'agit d'une constitution. Nous sommes en phase d'enrôlement. Nous sommes en train de partir aux élections. Exactement. Dans une dictature, il n'y a pas d'élection pluraliste. Dans une dictature, le multipartisme, avec la liberté qui est la nôtre, n'est pas consacré. Vous n'avez qu'à suivre l'exemple le plus parlant. C'est celui du petit Rwanda. C'est depuis l'assassinat. Plus de 30 ans, voilà. Voilà que Kagame, près de 30 ans. il règne de main de fer. Voilà. Non seulement dans un régime dictatorial, mais aussi dans un régime sanguinocratique. Vous comprenez? Mais attention, pendant que l'on s'est battu les 37 ans des rues, nous nous sommes battus contre des régimes dictatoriaux, des régimes dictocratiques. Ça veut dire? Puisque l'Institut dont vous parlez a omis certains qualificatifs. Il y a aussi ce qu'on appelle la dictocratie. La dictocratie, c'est le synonyme de la démocrature. C'est une espèce de vie politique, de régime dans un pays où on vous miroite une espèce de démocratie, mais en attendant le train, qu'est-ce que vous avez là-bas? La démocratie n'est que semblant, mais la réalité, c'est de main de fer. C'est comme ça que hier, par exemple, il y a des politiciens qui se sont opposés à Kabila. Ils ont fini par être frappés d'apatridie. Il aurait fallu que Félix Tshisekedi soit au pouvoir pour que les gens rentrent. Voyez-vous, ça veut dire que le régime d'hier était un régime à cheval entre la dictature et la démocratie. Or, quand vous êtes à cheval entre la dictature et la démocratie, mais écoutez, vous êtes dictocratique. Il y a aussi un aspect de choses qui intervient dans la démocratie, qui ne peut pas être séparé de la démocratie, ce sont les élections. Alors, dans le cas de l'Afrique, par exemple, ouais. Vous ne trouvez pas que la démocratie n'étant pas la culture africaine, ça pose toujours problème en Afrique? En fait, il faut dire que la démocratie n'est pas la culture africaine ou ne fait pas partie des valeurs africaines. Vous parlez comme Mobutu devant vos confrères, sauf erreur de ma part, d'RTBF ou de France Inter à l'époque. Vous ne pouvez pas appliquer la démocratie dans votre pays, mais nous pouvons l'appliquer, mais pas à la lettre comme chez vous. Nous sommes des Bantous. C'est là qu'il y a la différence entre la démocratie congolaise et la démocratie à la congolaise. La démocratie française et une démocratie à la française. La démocratie américaine et la démocratie à l'américaine. La démocratie congolaise qui est la nôtre, elle se trouve dans la Constitution. Sa manière de se faire, de se défaire, de se dynamiser et de se gymnastiquer se trouve couchée dans les lois de la République. Vous comprenez comment ça se passe? Et donc, par toute voie de conséquence, moi, j'ai un diplôme en démocratie. Tu sais que la démocratie a été appliquée par nos ancêtres. Comment ça? Mais je prends pour exemple le royaume au Congo. Les électeurs potentiels avaient déjà été identifiés dans un certain groupe, dont les Manimvumba, les Manimbata et les Manisoyo. C'est puisque l'écriture qui est la nôtre
n'avait pas été mise en état à cette époque-là. On n'avait pas l'écriture comme à l'occidental. Sinon, on aurait aussi écrit que la démocratie a commencé chez nous. Mais puisque les civilisations helléniques et hellénistiques, la Grèce antique, nous a précédés, je t'informe que la France n'a jamais connu de démocratie. La démocratie, elle est hellène, un peu comme pour emprunter l'expression de Léopold Sédar Senghor. La démocratie, elle est grecque. Exactement. Elle n'a été ni romaine, ni germanique, ni gauloise, ni francilienne. La démocratie, elle est grecque. Voilà. Seulement qu'elle a eu la chance, avec le progrès de l'âge des Lumières, ça a possédé le monde entier. Mais il faut encore fouiller, on te dira que quand bien même l'Égypte pharaonique était une Égypte des royaumes ou des empires, mais écoutez, il est des choix qui étaient pris dans une espèce d'ecclésia, aussi à l'époque. Je pense que Cheikh Anta Diop a effleuré quelque chose dans ce sens-là. Je prends l'exemple du royaume Luba, Son Kongolo Mwamba, l'Insenga, l'Embala, etc., qui entouraient le roi. Mais on vous a dit que ils avaient la possibilité de délibérer sur le choix. N'est-ce pas une autre forme de démocratie? Est-ce qu'elle devient traditionnelle puisqu'il s'agit d'un Congolo Mwamba et puisqu'il s'agit de Manikongo ou des oies au premier? Non. Nous sommes dans la recherche d'une définition sur l'histoire de la démocratie. Donc, quand tu as dit que la démocratie n'est pas notre culture, il ne faudra pas que ce soit un discours de justification. Ah ouais. Il faut simplement dire que nous savons adapter la démocratie à nos valeurs pour éviter le suivisme occidental. C'est comme ça que dans notre constitution qui consacre la démocratie, on te dit que le mariage, ici chez nous, c'est l'union entre deux personnes de sexes différents. Mais voilà. Tu ne peux pas dire ça aux États-Unis. Même des pasteurs ont des problèmes là-bas. Tu ne peux pas dire ça au Canada. Tu ne peux pas dire ça en France. Voyez-vous? Mais tu peux dire ça en Russie. Ah oui. Puisque Poutine insulte les homosexuels. Tu comprends? Donc voilà un peu comment la situation se présente. La démocratie au Moyen-Âge, la démocratie, plutôt d'abord dans l'Antiquité, la démocratie au Moyen-Âge et la démocratie au temps moderne. Y a-t-il des changements qui ont été apportés? Le changement est inévitable. Pourquoi? Puisque on dit qu'à chaque seconde de notre vie, on se dirige vers la vieillesse. Même après cette émission, tout le monde va vieillir. Vous comprenez? Je me fonde sur la théorie que j'appelle le darwinisme sociétal. Au cours de l'évolution de l'histoire, les choses changent. Aussi longtemps que la société dans laquelle nous vivons n'est pas statique, mais plutôt dynamique, en perpétuel changement et en perpétuel devenir. En vertu de quoi la démocratie ne changerait pas? Qu'est-ce qui a été amélioré? Elle change, mais seulement que la racine reste la même, voilà. Qu'on appelle le radiques. Vous comprenez? Je vous ai parlé des élections en lieu public, dans l'agora, ou à l'agora. Mais ça n'existait plus, cette histoire. Maintenant, aujourd'hui, c'est de l'anarchie. C'est que Mouzé a fait, je pense, en 97. Il a appelé les gens au stade. Si, Mouzé, voilà, Mouzé l'a fait pour deux motifs. Le premier motif était un motif politicien. Il venait d'arriver avec l'AFDEL qui a conquis de nouveaux territoires. Et puis, il a trouvé que le climat de la démocratie avait déjà commencé avec les luttes de démocratisation en 1990. Il ne faut pas oublier que déjà, avant 90, 8 ans avant, l'UDP s'était créé. Et 10 ans auparavant, il y a eu fuite des 13 parlementaires. Vous comprenez? Je crois, sauf erreur de ma part, 78 ou 79, 77 ou 78. Et donc, quand Mouzé arrive, il s'est dit, il ne sait pas qui nommer. Il faut aussi dire qu'il était aussi conscient qu'il se faisait accompagner des étrangers, des Rwandais, des Burundais, des Ougandais. Il ne pouvait pas prendre la province de l'ex-Katanga, par exemple, la remettre entre les mains
d'un Rwandais, ne pouvait pas prendre la province de l'ex-Kassa oriental, la remettre entre les mains d'un Burundais, et je ne sais pas le reste, entre les mains d'un Ougandais, etc., etc. En tant que politicien, il a aussi estimé qu'il fallait qu'il joue au choix du populaire. Voilà. Il a appliqué cette histoire de l'agora. Mais curieusement, ces gens ont accédé aux fonctions. Le pays était géré un peu comme un village, puisqu'on n'avait fait recours à aucune loi. Or, déjà quand il venait, pour devenir gouverneur, il fallait le devenir conformément à la loi. Pour devenir commissaire des zones, il fallait l'être conformément à la loi. Donc, on a aussi compris en sciences constitutionnelles, on m'a donné la réponse, quand quelqu'un fait un coup d'État, le coup d'État est une infraction. Voilà. Tu comprends? Le putsch ou la subversion, c'est un coup d'État. C'est interdit dans notre loi d'ailleurs. Voilà. Mais celui qui réussit un coup d'État devient la source d'impulsion. Vous allez lui appliquer quelle loi, puisque c'est comme Mamadou Doumbouya, toutes les lois tombent, voilà. Ce qui se passe au Mali, voilà. Ce qui se passe au Burkina Faso, ce qui se passe au Tchad, ce qui se passe en Guinée. Bon, en fait, au Tchad, les lois sont restées les mêmes. C'est simplement le fils d'Idriss Déby qui a accédé au pouvoir, qui a essayé d'amener une petite nouvelle philosophie politique par rapport à son père. Mais les exemples les plus parlants, c'est Goïta au Mali. Alors, qu'est-ce que Doumbouya en Guinée, c'est le gars, le jeune homme capitaine au Burkina Faso, au pays de Sankara. Qu'est-ce que vous pouvez critiquer de la démocratie? Est-ce que tout est bien avec la démocratie? Non, mais mon cher ami, sur cette terre des hommes, la seule chose qui n'est pas critiquable, c'est la parole de Dieu. Puisqu'on vous dit que les cieux et la terre passeront, mais la parole ne passera point. Tu comprends? Donc c'est la seule chose qui est parfaite, on dirait. Et surtout que le Seigneur, dans l'ancienne alliance, il l'a établi comme logos. Et dans la nouvelle alliance, non seulement qu'il y a eu de nouvelles lois de la nouvelle alliance ou du nouveau sacerdoce, mais dans le pentecôtisme, le Seigneur a laissé entendre le rhéma. Vous comprenez? Le rhéma, il peut toujours venir modifier les choses, mais pour le bien-être et de la parole elle-même, et des brebis, et de l'église elle-même. Vous comprenez? Mais la perfection est le domaine de Dieu. L'imperfection est notre vie de chaque jour. La recherche de la perfection est notre défi vital. Donc la démocratie reste et demeure perfectible. Alors, parlons de la démocratie en RDC. Et l'une des icônes, c'est le feu Étienne Tshisekedi. Mais le père de la démocratie congolaise. Non, je ne suis pas encore arrivé à cette question. Ouais. Je voulais vous poser la question de savoir qui est le véritable père de la démocratie congolaise. Parce que c'est Joseph Kabila qui a organisé la première alternance. Non. En RDC, et aujourd'hui, tout le monde l'appelle. Joseph Kabila est né en 1971, n'est-ce pas? Ouais. Mais le mot démocratie, de manière officielle, a été utilisé pour la première fois dans l'histoire de notre pays en 1958. Il n'y avait même pas projet de concevoir Kabila pour qu'il naisse. Vous comprenez? Est-ce que nous pouvons attribuer la paternité de la démocratie aux colonisateurs qui ont organisé les élections communales de 1958? La réponse c'est non. Pourquoi? Puisque la démocratie ne s'applique pas avec la tyrannie, l'esclavagisme dans lesquels ils nous ont placés pendant 80 ans. C'est comme ça qu'on ne peut pas reconnaître la paternité de la démocratie congolaise à des étrangers. On la reconnaît à qui? Nous avons connu des élections monocolores. Nous avons connu des élections, d'abord avant d'arriver aux élections monocolores, nous avons connu des élections en 1960. Kasavubu était le suffrage universel indirect. Lumumba, de même, après avoir été élu député, il était maillot jaune de toute la République. Lumumba, à Kisangani, à Stanleyville à l'époque. Mais Lumumba, on lui reconnaît le mérite d'être le père de l'indépendance. Ce qui est grave, c'est que c'est lui qui l'a adulé père de l'indépendance était l'un de ses bourreaux dans la participation criminelle de son assassinat, qui était Mobutu, en public. Le père de notre indépendance politique et économique, Dixit Mobutu. Ça ne vient pas de moi. Vous comprenez? Et quand vous suivez le film documentaire
Mobutu roi du Zaïre, le commentateur dit le léopard a réhabilité sa proie. C'est du cynisme, de l'ironie. Vous comprenez? On ne peut pas, c'est incontestable. Bon, on dit que Mobutu était le père de l'intégrité territoriale. Mais c'est vrai, quelque part, Mobutu s'est battu lorsqu'il lâche un mot selon lequel, s'il faut conclure des accords avec le diable pour que le Congo reste indivisible, voilà, je le ferai. Et on l'a vu se battre. La seule chose que j'ai contre lui, c'est de remettre les provinces entre les mains des originaires, puisqu'il y a une thèse de doctorat qui dit qu'aucune province n'a été bien gérée par des originaires. Et puis c'est en sciences politiques chez vous que cette thèse a été pondue. Donc par toute voie de conséquence, je peux admettre qu'il soit le père de l'intégrité territoriale, même si prophétiquement parlant, Ésaïe 18 parle de ce pays dans lequel nous sommes. Vous en venez jusque-là? Si, mais écoute, je suis judéo-chrétien en sociologie politique, c'est une école. Je crois que c'est Dieu qui implante les rois et qui les déchoit. Les élections que nous faisons pour mon école judéo-chrétienne ne sont qu'une question faisabilitaire. Le choix se fait au ciel. Si Dieu n'est pas d'accord avec vous, vous pouvez être millionnaire, milliardaire, vous pouvez faire monter les prix de la farine pour raison populiste. Je vous informe, monsieur, que si Dieu n'est pas d'accord avec vous, vous n'allez diriger aucune nation dans ce monde. Qu'on dise quoi, amen? Alors non, écoutez, je parle simplement en tant que judéo-chrétien, je ne parle pas en tant que pasteur, puisque je ne le suis pas. Alors, Étienne Tshisekedi et Joseph Kabila, qui est le père de la démocratie congolaise? Joseph Kabila est le père de l'alternance démocratique. Il n'y a jamais eu passation pacifique de pouvoir dans ce pays. Au nom de l'honnêteté scientifique, j'admets que l'on appelle Joseph Kabila le père de l'alternance démocratique. Mais le père de la démocratie congolaise, même lui-même, Joseph Kabila, l'a reconnu. Le père de la démocratie congolaise, c'est Félix Tshisekedi. Je me rappelle des propos de Muyumba Maïla lors d'une conférence. Il dit Tshisekedi est le seul et dernier combattant qui a mené le combat jusqu'au bout. Mais de quel combat il s'agit? Du combat démocratique ou du combat des luttes démocratiques? Vous comprenez? Mais à qui le mérite? Puisque même quand nous étions en train de nous battre pour la démocratisation dans ce pays, la fouille des 13 parlementaires, Joseph Kabila est à l'école primaire. Hein? Lorsque la démocratie arrive, j'imagine à cette époque-là qu'il aurait accédé aux secondaires. Mais il n'était pas au pays. Vous comprenez? Donc à tout seigneur, tout honneur, disait un musicien populaire, il faut respecter les gars qui ont vécu. Et donc le père de la démocratie congolaise, c'est Étienne Tshisekedi Wamulumba. Mon père doctrinal. Si la démocratie était cotée jusqu'à 10, la RDC serait à quel chiffre? La démocratie est un phénomène social. La démocratie est un fait social. Ça ne se cote pas comme en classe. Il y a des éléments qui entrent en compte. Il y a le respect des droits de l'homme. Mais j'en viens. C'est pour ça que je dis le jugement de la démocratie, l'appréciation de la démocratie dans un pays, c'est sur les faits. Ce n'est pas une affaire mathématique. Vous allez voir. Même quand il faut coter Tshisekedi, mais il faut simplement le coter avec la méthode comparative. La démocratie sous Tshisekedi comparativement à Kabila, comparativement à Laurent Désiré, comparativement à Mobutu. Quelle est l'appréciation? C'est ainsi qu'on vous dira que jusqu'ici, depuis qu'il est au pouvoir, aucune maison de droits de l'homme à caractère international n'a critiqué le régime de Tshisekedi. Nous avons même été au siège de l'ONU des droits de l'homme en Suisse. Avez-vous entendu que nous avons reçu des reproches? Mais il y a quand même des soi-disant prisonniers politiques. Mais il n'y a pas de prisonniers politiques sous Tshisekedi. Heureusement que vous les appelez des soi-disant, vous me passez l'expression en droit. Vous voulez me parler de qui? Il n'y a que des prisonniers de droit commun. On parle d'Henri Magie, on parle de Momo Moulabou qui vient d'être libéré. Il y a l'ancien président de la CENI. J'en viens au cas par cas. J'en viens au cas par cas. Vous parlez de Henri Magie. Il traite le président de la République sur un plateau de télévision
de ce petit jeune homme. Mais la loi dit, tout geste, tout propos, tout écrit, tout là, contre le président de la République, écoulé en infraction d'outrage. Je me rappelle, Étienne Tshisekedi disait amenez-moi ce bonhomme de Kabila. Non, il n'a pas dit de bonhomme, il dit amenez-moi ce bout d'homme. Ça veut dire, Tshisekedi savait bien manier ces termes, il n'avait pas cité Kabila expressis verbis. Vous comprenez? Je me rappelle bien de ses propos. Je voudrais vous dire que lorsque vous voulez juger Tshisekedi, il faut utiliser la méthode comparative. On ne connaît pas qui sera le président de la République après les 2 mandats de Félix. Mais on connaît ceux qui ont été présidents avant lui. Droit de l'homme. C'est ok. Vous parlez de Momo Moulapou. Mais il tient un discours devant les membres du PPRD. Que si le gouverneur Mouyej ne rentre pas, il ne rentre pas au Loraba, nous allons maintenant nous conclure. Et il donne une date que c'est lui qui bloque Mouyej, c'est Félix Tshisekedi. Mais écoutez, mais devant le juge, on te pose la question. Quelle est la preuve qui atteste que c'est Félix Tshisekedi qui l'a bloqué? Si on n'a pas de preuves, eh bien, monsieur, vous êtes condamné. Vous parlez de qui? De Jimmy Kitenge, qui dit que... On me signale que notre temps... Voilà, donc c'est pour vous dire, tous ces gens-là, ne t'en fais pas. L'inspection des droits de l'homme de l'ONU vient inspecter les dossiers en justice. Et on regarde par rapport aux éléments, non. Dans ce pays, il n'y a plus de violation de droits. Voilà pourquoi tous ceux qui trompaient avec des visas, on veut me tuer, on veut m'arrêter. Quand il écrit comme ça sous Félix Tshisekedi, on ne leur donne pas le droit d'asile, on ne leur donne pas le visa. J'en sais quelque chose. Un petit mot pour conclure. Un petit mot pour conclure, c'est que nous avons fait la ronde de la vie démocratique. J'ai dit que aucune démocratie parfaite n'a existé dans ce monde. Toute démocratie est perfectible. Et que Félix Tshisekedi sort de l'ordinaire. En ce sens que ça fait mal pour certaines personnes qui ont été au pouvoir hier, qui nous appellent. Mais regardez ce gars-là, il vient d'insulter le président de la République. Vous avez suivi le point de presse de Mwando Christian. C'est pratiquement des propos attentatoires à l'égard du président de la République. Mais il est là dans leur aquarium là-bas, en train de circuler librement, j'imagine avec la liberté de siroter ce qu'il veut. Pourquoi on n'en fait pas un drame? Puisque ce sont des valeurs pour lesquelles nous nous sommes battus pendant 37 ans. Des valeurs démocratiques. Nous sommes à la fin de cette émission. Président, maître, vous allez nous aider à ouvrir une de ces 2 enveloppes. Ben écoutez, je suis social-démocrate, je prends l'enveloppe de gauche. Hein. Ok. Est-ce que vous pouvez l'ouvrir? Et tu sais, tu connais la définition de la social-démocratie dont nous faisons partie, nous autres. Allez-y. La social-démocratie est une autre typologie démocratique qui tempère les ardeurs du capitalisme et les ardeurs du communisme. Autrement dit, c'est une forme de démocratie qui prend du positif chez les capitalistes et du positif chez les socialistes. Voilà pourquoi l'UDPS, la COPOP, reste et demeure sociodémocrate. Est-ce que vous pouvez lire le nom qui est écrit? Ah ben, le nom qui est écrit ici, c'est un nom formidable. Félix Antoine Tshisekedi. Mais il y a quelque chose qui manque. Chilombo, je ne sais pas si c'est le président de la République ou parce que le président de la République, on ajoute un 3e élément. Chilombo. Il s'agit du président de la République. Ah, ok. Vous le connaissez? Mais je le connais. Vous le fréquentez? Non, pas le fréquenter. J'ai commencé à le fréquenter il y a longtemps. Qu'est-ce que vous connaissez de très particulier que vous pouvez dire sur lui? Alors, d'abord, Félix Tshisekedi est d'une tempérance inattendue. Il donne l'impression qu'il ne connaît pas, alors qu'il connaît. Il vous donne même l'impression qu'il est bougre, alors qu'il ne l'est pas. Ça rejoint un peu un proverbe de notre Swahili ici. Il faut faire attention avec un monsieur pareil, puisque Kimbo Kakimia, Njo qui ne chaka bankou ba pa quartier. On a bankou ngapi kinaisha. FCC Mbavu Chini, Kagame Mbavu Chini. Donc, tu comprends que ce gars-là,
la tempérance a conduit à sa force diplomatique. Il a quelque chose, je l'ai dit, au nom de la science, que Tshisekedi a même quelque chose que son père n'avait pas, qui est notre père doctrinal. La diplomatie. Tshisekedi est un diplomate inouï. Voilà pourquoi il nous fait revivre ce que l'on a appelé la diplomatie sceptique et repensée, et donc la démocratie du développement. Qu'est-ce que je dis? La diplomatie sceptique et repensée, et donc autrement dit, cette diplomatie. Merci Maître Passim Bayo d'avoir accepté notre invitation. Merci à toute l'équipe technique qui nous accompagne, Lorraine, mais aussi Déborah, et la réalisation de Daniel Kalimi Lokoko. Merci également à toute la partie technique de la radio-télévision Osana. Nous sommes des cœurs avec vous. Je vous retrouve la fois prochaine avec le même et réel plaisir. Surtout, restez branchés sur votre chaîne.